Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Vendredi, Fitch, l'agence de notation mondiale, a réduit la note souveraine de la France à AA-, pointant les défis politiques et sociaux pour le programme de réforme d'Emmanuel Macron. De son côté, le ministre des Finances Bruno Le Maire conteste cette décision, estimant que les réformes renforceront l'économie française. Vendredi, l'agence de notation Fitch a abaissé d'un cran la note de crédit souveraine de la France à AA-, estimant qu'une impasse politique potentielle et des troubles sociaux posaient des risques pour le programme de réforme du président Emmanuel Macron. Réagissant à cette décision, le ministre français des Finances Bruno Le Maire a déclaré que Fitch sous-estimait les impacts positifs des plans du gouvernement pour réformer et renforcer l'économie et a réaffirmé l'engagement de la France à réduire sa dette. Fitch, qui a également revu à la hausse la perspective du pays, la faisant passer de négative à stable, a déclaré que l'économie française, la deuxième plus importante de la zone euro, croîtrait de 0,8% cette année, ce qui est conforme à la moyenne de la zone euro, mais inférieur à la prévision de croissance de 1,1% faite par l'agence lors de son dernier examen en novembre. L'agence de notation mondiale a déclaré que les pressions sociales et politiques illustrées par les manifestations contre la réforme de retraite compliqueront l'assainissement budgétaire. L'économie française a progressé de 0,2% au premier trimestre, malgré la série de grèves contre le projet de loi sur les retraites du gouvernement, mais l'inflation est restée obstinément élevée. Fitch prévoit que les pressions inflationnistes s'atténueront au cours du second semestre 2023 en raison d'effets de base, et que l'inflation s'établira en moyenne à 5,5% en 2023, avant de ralentir à 2,9% en 2024. L'inflation en France a augmenté à 5,9% en glissement annuel en avril, contre 5,7% en mars. L'INSEE a déclaré que cette hausse était en partie due à l'augmentation des prix de l'énergie. Fitch a ajouté que les indicateurs budgétaires de la France sont plus faibles que ceux de ses pairs, et qu'elle s'attend à ce que le rapport dette publique PIB reste sur une tendance légèrement à la hausse, reflétant des déficits budgétaires relativement importants, et seulement des progrès mineurs en matière d'assainissement des finances publiques. Cependant, vendredi, le ministre français du budget Gabriel Attal a déclaré que d'ici 2027, le coût du service de la dette pourrait être le premier poste de dépenses budgétaires du pays. Et la capitale du Soudan a été secouée par des frappes aériennes et des explosions malgré la prolongation de 72 heures du cessez-le-feu. Les gouvernements étrangers continuent d'exhorter leurs ressortissants qui se trouvent dans le pays à se rendre à l'aérodrome le plus rapidement possible. La Royal Air Force a ainsi évacué par avion 1 millier de ressortissants britanniques et devrait poursuivre l'opération malgré l'intensification des affrontements. Voici à quoi ressemble la fragile prolongation du cessez-le-feu au Soudan. Vendredi matin, la Royal Air Force avait évacué près d'1 millier de ressortissants britanniques depuis un aérodrome proche de la capitale Khartoum. Les vols devaient se poursuivre quoi qu'il arrive, mais l'intensification des affrontements a ajouté une pression supplémentaire à l'opération d'évacuation. Une personne évacuée de Khartoum décrit la situation sur le terrain. Les snipers tirent sur les gens dans les rues. Et il est très difficile de se rendre à l'aéroport. Il y a des postes de contrôle partout et des corps étendus dans les rues. Vous savez, par miracle, nous avons réussi à nous rendre à l'aéroport. Ils se battent entre eux, les civils sont pris entre deux feux. C'est malheureux, vous savez, et nous espérons que nous prions Dieu pour que les choses s'arrangent. Plus de 2000 ressortissants britanniques au Soudan se sont inscrits dans les plans d'évacuation, mais le nombre réel de ressortissants sur place pourrait être bien plus élevé. Les chefs militaires affirment avoir la capacité d'évacuer par avion au moins 500 personnes par jour. Des frappes aériennes, des chars et des tirs d'artillerie ont secoué la capitale vendredi. Des témoins ont déclaré qu'une ville adjacente avait également été lourdement bombardée. L'escalade s'est produite quelques heures après que les deux parties ont accepté une prolongation de 72 heures de la trêve qui devait permettre aux gouvernements étrangers d'achever l'évacuation de leurs ressortissants. L'armée soudanaise et les forces de soutien rapide rivales se sont mutuellement accusées d'avoir violé la trêve. Le ministère turc de la Défense a déclaré que son avion d'évacuation avait essuyé des tirs au moment de l'atterrissage, mais qu'il n'y avait pas eu de blessés. Les civils soudanais fuient Khartoum depuis le début du conflit, mais le prix du billet d'autocar est inabordable pour de nombreuses familles.
Les prix des bus étaient 40 fois plus élevés que les prix habituels. Nous avons un appartement ici et donc nous venons tout le temps. Le billet pour passer la frontière terrestre vers Arwin ou Aswan est de $1000 américains. En temps normal, il est d'environ $20 de Khartoum à Aswan. Parmi les pays voisins du Soudan, l'Égypte a déclaré avoir accueilli 16 000 personnes, 20 000 sont entrées au Tchad et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré que plus de 14 000 personnes étaient parties au Soudan du Sud, une région qui a gagné son indépendance en 2011 après des décennies de guerre civile désastreuse. Selon l'ONU, les combats ont fait plus de 500 morts et près de 4 000 blessés. Et un rapport réalisé par des agences de l'ONU récemment suscite la controverse. Le document, connu sous le nom des 8 principes de Mars, est accusé de vouloir dépénaliser à l'échelle mondiale des pratiques liées à la drogue et au sexe. Voici les détails. Consommer de la drogue ou de l'alcool pendant la grossesse n'est pas un crime. C'est ce qu'affirme un rapport proposé le mois dernier par la Commission internationale des juristes en collaboration avec l'Agence de lutte contre le sida de l'ONU. Ce rapport définit une série de comportements comme relevant des droits de l'homme, notamment ceux liés à la sexualité, à l'identité sexuelle, à la consommation de drogue, au sida, à l'absence de domicile fixe et à la pauvreté. Le document affirme que la condamnation de délinquants liés à ces domaines peut les stigmatiser socialement. Dans l'avant-propos, Edwin Cameron, juge sud-africain à la retraite, écrit « En tant qu'homme fièrement gay, je sais parfaitement comment le droit pénal indique quels groupes sont jugés dignes d'être protégés et lesquels doivent être condamnés et ostracisés. » Le document précise également que les contacts sexuels impliquant des personnes n'ayant pas atteint l'âge minimum du consentement peuvent en fait être consensuels, même si ce n'est pas le cas en droit. Pour les critiques, cela signifie que les rapports sexuels entre adultes et enfants sont acceptables, mais les auteurs du rapport ne sont pas d'accord. Dans un communiqué publié jeudi, la Commission internationale des juristes a déclaré que les principes n'appellent pas à la dépénalisation des rapports sexuels avec des enfants, et à l'abolition d'un âge minimum prescrit au niveau national pour le consentement aux rapports sexuels. Quant à l'avortement, le rapport indique qu'il doit être entièrement retiré du champ d'application du droit pénal. Il préconise également la dépénalisation de la possession et de la consommation de drogue, ainsi que des activités telles que le lavage et la défécation des sans-abri dans les espaces publics. Et le président de la BBC, Richard Sharp, a démissionné vendredi. Un rapport a révélé qu'il avait aidé l'ancien Premier ministre Boris Johnson à obtenir un prêt d'une valeur approchant le $1 million. L'organisme de surveillance des nominations publiques du Royaume-Uni a enquêté sur la nomination de Sharp à la présidence de la BBC en 2020. Le rapport a conclu qu'il n'avait pas divulgué les conflits d'intérêts concernant un prêt à Boris Johnson, mais que cela n'invalidait pas nécessairement sa nomination. Le prêt avait été accordé quelques semaines avant que Johnson ne nomme Sharp à la tête de la BBC. Sharp affirme que la violation des règles était accidentelle. Toutefois, il craint que cela n'influence la manière dont la chaîne traitera l'ancien Premier ministre. Sharp a déclaré que rester à la tête de la BBC jusqu'à la fin de son mandat de 4 ans constituerait une distraction par rapport au travail de la BBC. Il a cependant déclaré qu'il resterait jusqu'à la fin du mois de juin, le temps de trouver un successeur. Et le plus vaste et le plus ambitieux programme mondial de l'histoire, ayant pour but de découvrir la vie cachée dans les océans, a été lancé à Londres. Ocean Census vise à découvrir plus de 100 000 nouvelles espèces marines au cours de la prochaine décennie, dans l'espoir d'inspirer les gens à mieux prendre soin du monde océanique. Un reportage signé Malcolm Hudson. Une initiative très ambitieuse visant à créer un recensement des créatures océaniques a été lancée à Londres. Des scientifiques vont mener des dizaines d'expéditions en haute mer au cours de la prochaine décennie. Chaque nouvelle espèce découverte permettra d'enrichir l'arbre de la vie. L'Alliance mondiale Ocean Census a été fondée par la Nippon Foundation, la plus grande fondation philanthropique du Japon, ainsi que Necton, un important institut britannique de recherche marine. Le président de la Nippon Foundation, Yohei Sasakawa, a déclaré qu'il était essentiel de mieux connaître la mer. Si l'on pense au développement de l'espace, les gens en savent désormais plus sur l'espace et s'y intéressent. Il existe déjà une carte topographique claire de Mars. Cependant, nous ne savons pratiquement rien de la mer sur la planète où nous vivons, ce qui, à mon avis, est très dangereux pour l'humanité à l'avenir. Sans la mer, la population, les 8 milliards d'habitants de cette Terre ne pourraient pas vivre. C'est pourquoi il est important que les gens qui vivent ici sur cette Terre en sachent plus sur la mer.
On estime qu'à peine plus de 10% des quelques 2 millions d'espèces vivant dans les océans ont été découvertes, un chiffre qui n'a guère évolué depuis le milieu des années 1800. Des efforts ont déjà été déployés pour réaliser un recensement de la vie marine, mais l'ampleur et l'objectif unique de ce programme sont sans précédent. Le scientifique Alex Rogers a déclaré qu'il espérait accélérer la découverte de la vie marine. Nous travaillons sur les écosystèmes marins, ainsi du bord de mer jusqu'aux fosses océaniques les plus profondes. Je pense que l'accent sera mis sur des régions particulières du monde qui ont été peu explorées. L'océan Indien, par exemple, ou l'océan austral autour de l'Antarctique en sont de bons exemples. Et bien sûr, plus on s'éloigne de la terre ferme et plus on va en profondeur, moins on en sait sur la vie marine. Les chercheurs espèrent découvrir 100 000 nouvelles espèces au cours de la prochaine décennie. Les océans constituent un élément essentiel de l'écosystème. Selon Rogers, les pêcheries marines fournissent des quantités substantielles de protéines à près de 3 milliards de personnes. Quant aux belles plages, elles constituent une part importante de l'industrie du tourisme. Mais au-delà de l'aspect économique, les océans contrôlent nos conditions météorologiques et fournissent environ la moitié de l'oxygène de la planète. Le navire de recherche Ocean Census se trouve actuellement au large de Porto Rico. Le mois dernier, il se trouvait au milieu de la dorsale atlantique. Les scientifiques à bord ont découvert 3 nouveaux systèmes de cheminées hydrothermales. Après avoir trouvé une extrémité, nous avons descendu la caméra. Et cela grouille de vie, comme des milliers et des milliers de crevettes, par exemple. C'était donc très excitant. Mais au cours des 10 prochaines années, nous allons nous diriger vers le sud. Nous serons donc au large de l'Amérique du Sud pendant quelques années, puis nous traverserons l'Atlantique Sud et contournerons l'Afrique. Des navires de flotte associative, gouvernementale et commerciale seront déployés avec des plongeurs, des submersibles et des engins télécommandés. Ces derniers utilisent des technologies de pointe pour découvrir et enregistrer de nouvelles espèces. Ils disposent notamment de capacités d'échantillonnage pour tester les créatures marines sans avoir à les ramener au laboratoire. Sasakawa a décrit Ocean Census comme une mission ambitieuse visant à protéger l'environnement océanique en dévoilant les mystères de l'écosystème marin. Si la mer n'est pas en bonne santé, l'humanité ne pourra pas survivre. C'est le message que j'aimerais faire passer à tout le monde. Il espère que le projet incitera les gens à mieux respecter le monde. Malcolm Hudson, NTD Actualité. Et parlons maintenant de la pollution par les microparticules. L'Allemagne, les Pays-Bas, la France et 3 autres pays demandent à l'Union européenne de prendre des mesures contraignantes pour empêcher le rejet de microplastiques. Voici les détails. Les minuscules particules de plastique sont utilisées dans des produits tels que les cosmétiques, les peintures et les terrains de sport. Elles sont également produites involontairement lorsque de plus gros morceaux de déchets plastiques se désagrègent avec le temps. La Commission européenne élabore actuellement un projet de loi qui devrait être proposé le mois prochain afin d'introduire des mesures visant à réduire de 30% le volume de microplastiques rejetés dans l'environnement d'ici à 2030. L'Agence européenne des produits chimiques indique qu'en Europe, environ 42 000 tonnes de microplastiques ajoutés intentionnellement sont rejetés dans l'environnement chaque année, ainsi qu'environ 176 000 tonnes de particules formées involontairement. Des microplastiques ont été trouvés dans le corps humain, la glace de mer polaire et les fosses océaniques les plus profondes. 2 fois par an, une trappe située dans une rue animée de Lisbonne s'ouvre pour révéler des marches menant à l'un des sites les plus anciens de la capitale portugaise, une structure romaine vieille de 2000 ans qui maintient encore les bâtiments qui la surplombent. Regardez. Dans le centre de Lisbonne, des touristes font la queue pour descendre par une trappe permettant d'accéder à des ruines romaines appelées les galeries romaines. Nous nous trouvons à l'intérieur d'un cryptoportique, un système artificiel construit par les Romains à l'époque de l'empereur Auguste au 1er siècle de notre ère, lorsque Lisbonne est devenue une véritable municipalité et a commencé à être officiellement considérée comme une ville importante dans cette province et dans l'Empire romain. On pense que les Romains utilisaient ce type de structure sur des terrains irréguliers ou difficiles pour soutenir de grands bâtiments publics. Cette solution architecturale a permis de créer une plateforme de soutien horizontale dans une zone en pente et Lisbonne est une ville très vallonnée. Cette structure a garanti, et 2000 ans plus tard, continue de garantir que les bâtiments au-dessus de nos têtes sont stables et sûrs pour ceux qui y vivent, y travaillent et s'y déplacent.
Les Romains ont occupé la ville, alors connue sous le nom d'Olisipo, à partir de 200 avant Jésus-Christ. La ville est restée sous contrôle romain pendant plusieurs siècles. Il a été découvert pour la première fois en 1771 lors de la reconstruction de la ville après le tremblement de terre de 1755. La zone que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Baircha Pombalina, le centre-ville, a été complètement détruite, très affectée, et ce fut l'un des premiers endroits à être reconstruit après le tremblement de terre. Il y a un aquifère sous la ville, donc quand les galeries sont fermées, l'espace est généralement inondé et la nappe phréatique se trouve à plus d'1 mètre de profondeur. L'eau, essentielle à sa préservation, doit être pompée pour permettre l'accès. Il s'agit d'un appel à l'attention sur la richesse du patrimoine et de l'archéologie de Lisbonne. Lisbonne est l'une des plus anciennes villes européennes. Elle a une histoire très riche, un patrimoine absolument admirable et une très longue histoire de peuplement qui remonte à la préhistoire. Le lieu n'ouvre ses portes que quelques jours en avril et en septembre de chaque année. Les billets pour visiter les galeries se vendent généralement en 15 minutes et ceux qui ont réussi à obtenir un billet affirment que la visite en vaut la peine. Je pense que c'est vraiment génial. Je n'aurais pas imaginé qu'il y ait ça sous Lisbonne, donc c'est surprenant. C'est une visite merveilleuse qui révèle Lisbonne et Olisipo. C'est immanquable. J'ai attendu 2 ans pour faire cette visite. Certains se sont émerveillés devant la qualité des travaux de construction romains qui ont permis à la structure de survivre à un tremblement de terre au XVIIIe siècle qui a tué environ 60 000 personnes dans la seule ville de Lisbonne. Et pour terminer, direction les montagnes suisses où notre journaliste André Costa est parti à la découverte de la tradition des poupées aniviardes dans le canton du Valais. Installée dans le Val d'Aniviers, une jeune couturière a fait le vœu de préserver cette tradition. À 23 ans seulement, Sarah Kummer a décidé de reprendre le flambeau de la réparation des poupées aniviardes. En tant que couturière diplômée, elle allie les retouches et réparations d'habits modernes et traditionnels. J'ai commencé la couture toute petite avec ma grand-maman qui était elle aussi couturière. Et puis quand j'allais chez elle, on utilisait sa machine à coudre pour faire tous les points de broderie qu'elle avait sur sa machine. Et c'est comme ça que je me suis mis à la couture. Et après je suis revenue ici dans le Val d'Aniviers et je me suis lancée dans les poupées aniviardes pour reprendre le savoir-faire d'une dame qui a 90 ans. Les poupées aniviardes sont une ancienne tradition propre au Val d'Aniviers et sont vêtues des habits traditionnels de la vallée. Généralement, la dentelle et la dentelle des manches, c'est de la broderie anglaise. Donc c'est une broderie qui n'est pas à 100% ajourée, c'est sur une base de coton. Ensuite les manches sont en coton blanc, le plus blanc possible. Après elles se salissent vite et elles viennent vite ternes avec la lumière du soleil. Mais c'est la vie d'une poupée et d'un costume normal. Concernant les habits traditionnels, les habitants du Val d'Aniviers les sortent à différentes occasions tout au long de l'année. Les costumes sont sortis souvent à la fête Dieu. C'est vrai que ça c'est la fête généralement où on fait attention et on est bien apprêté. Les enfants portent beaucoup les petits costumes traditionnels parce qu'on trouve toujours qu'ils sont trop mignons comme des petites poupées. Alors voilà. Et puis sinon, il y a un peu les fêtes de village, encore la fête de la Madeleine à Mission, c'est le nom de la chapelle, Sainte-Madeleine. Et puis un peu à Vissois, certaines fois, ça dépend. Si pour Sarah Kummer, le maintien de la tradition aniviarde est très important, tous ne partagent pas son avis. J'essaye de garder ces traditions malgré que tout le monde me dit mais c'est inutile, ça sert à rien, pourquoi vous faites ça, pourquoi garder autant de choses inutiles, mais moi ça me tient à cœur et je trouve ça important de faire perdurer rien d'une petite partie, même si c'est que sur des poupées que ça va rester et pas sur des gens. Dans un monde où la tradition se perd, Madame Kummer veut la faire revivre. Je pense que c'est toujours important de se rappeler d'où on vient pour savoir où on va. C'est vrai que on se rend pas compte qu'à l'époque ils avaient une seule robe pour l'été comme l'hiver. Enfin, ils en avaient peut-être 2 pour une un peu plus chaude pour l'hiver et une pour l'été, mais souvent ils en avaient quand même qu'une parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'en avoir plus. Et puis on se rend pas compte que finalement une seule tenue ça suffirait. Dans le monde de surconsommation qu'on vit maintenant,
On l'a oublié. Sarah Coumer s'investit corps et âme pour la préservation des traditions de son pays et elle souhaiterait que d'autres jeunes prennent le même chemin. Faut pas hésiter, faut se lancer, même si ça se fait petit à petit, et puis ça viendra. Il faut pas hésiter, malgré les critiques des gens ou les a priori négatifs qu'ils ont, il faut pas hésiter à se lancer. André Costa, NTD News. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant www.ganjing.com/fr-fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Quant à nous, on se retrouve demain à 20h pour une nouvelle édition et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et au nom de toute l'équipe, un très bon début de semaine et une excellente soirée sur NTD.